Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et en tant que manager, je suis prêt à me faire remplacer par ChatGPT. Et je suis Adrien Joly, éradicateur de bugs. Waouh, ça doit bien marcher, je connais une ou deux boîtes qui ont des problèmes de punaises de lit, si tu vois ce que je veux dire. Les code bugs. Ouais, du coup, bad bugs, code bugs, ça make sense. Ouais, non, les bugs, il y en a toujours. Il y a peu de chances que je me retrouve au chômage, sauf si ChatGPT devient très bon à éradiquer des bugs, mais je n'ai pas eu encore de preuve de ça. Tu penses qu'il va remplacer qui en premier, moi ou toi ? Manager, évidemment, avec toi. Ok, alors, quelle question avons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une question d'Audrey, qui est un petit peu longue. Je vais vous la lire et on va y répondre ensuite. Bonjour, en tant que développeuse, je me suis toujours efforcée de suivre les meilleures pratiques en m'assurant d'écrire du code propre et bien organisé. Cependant, mes collègues ne partagent pas cette rigueur, ils ont tendance à écrire du code de manière désordonnée, sans se soucier des standards de qualité, ce qui me fait souvent paraître lente lorsque je dois édicter leur code, car il est peu maintenable. Cette situation est source de frustration pour moi. Non seulement elle rallonge mon temps de travail, car je dois souvent retravailler leur code lorsque je dois le modifier pour ajouter une feature, mais elle me met également dans une position inconfortable. Je crains que mes positions ne soient perçues comme une critique personnelle, ce qui pourrait nuire à l'ambiance de travail et à mes relations avec mes collègues. De plus, ce n'est absolument pas récompensant car mon code fonctionne bien, et le leur bug régulièrement. Et de plus, ils sont récompensés car ils résolvent plus d'incidents de prod que moi. Je suis convaincu que le maintien d'un code propre est essentiel, non seulement pour l'efficacité du développement, mais aussi pour la pérennité du projet sur le long terme. Cependant, je me sens impuissante face à cette culture de l'à peu près, qui semble ne pas être simplement limitée à mon équipe, mais dans l'ensemble du monde du développement. Auriez-vous des conseils pour m'aider à naviguer dans cette situation difficile ? Je ne suis pas seulement à la recherche de stratégies pour promouvoir le clean code, mais aussi pour, moi aussi, trouver l'état d'esprit me permettant de développer des solutions quick and dirty et progresser dans une code base désorganisée. Merci pour votre aide. Sacrée question. Ouais, il y a des éléments qui me font un peu penser à une question d'un épisode précédent. Sur Clean Code, ouais. Ouais, sur Clean Code, donc je pense qu'on va essayer peut-être de pas trop se répéter sur ces questions-là, même si on peut peut-être ajouter des éléments supplémentaires. Moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est qu'on dirait sur la fin que Audrey, elle a pas seulement envie de promouvoir le Clean Code, mais elle a aussi envie de trouver le bon état d'esprit pour s'adapter, en fait, à l'état des choses tel qu'il est. En fait, comme si elle voulait apprendre à faire comme font les autres personnes de son équipe. Apprendre à conjuguer avec l'état des choses, quoi. Ouais, je trouve ça intéressant. Et puis en tant que manager, c'est bien connu que moi, le clean code, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement toutes les solutions quick and dirty qui permettent de développer les features le plus vite possible. Je vois absolument pas l'intérêt d'écrire du clean code. Inversement, je pense que savoir prendre les bons raccourcis, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc, quelles sont les manières de prendre les bons raccourcis ? Quels sont les bons raccourcis ? Quels sont les mauvais raccourcis ? Quelle est ton expérience autour de ça, pour ta part ? Effectivement. Alors, je suis d'accord que savoir prendre des raccourcis, c'est important. La difficulté, c'est de savoir quand est-ce que c'est approprié de prendre un raccourci. Ouais, la dernière fois qu'on a dû rajouter quelque chose chez mon employeur et qu'on s'est posé la question de faire long terme versus court terme, la technique que j'ai suivie, c'était de dire, ok, est-ce que ce qu'on s'apprête à ajouter là, on sait qu'on va en avoir besoin encore dans 6 mois, ou est-ce qu'on le sait pas ? Si on le sait pas encore, c'est ok de faire du quick and dirty, apprendre des choses sur cette base-là, et ensuite décider de le redesigner, de faire ça correctement. Si on est certain que c'est quelque chose qui est primordial pour le business et qu'on va le garder longtemps, ne prenons pas de raccourcis. Moi, j'ai un état d'esprit dans lequel je me dis qu'on ne sait jamais à l'avance si on aura besoin de quelque chose dans 6 mois. Peut-être que ça deviendra cœur à ton métier, peut-être que tu ne le sais pas encore. Dans la plupart des startups, tu ne sais pas quel est ton métier dans 6 mois, tu risques de pivoter, etc. Et même dans les grandes boîtes, souvent tu as des demandes confuses. Donc tu ne peux pas savoir à l'avance. Et ce que je dis aux gens, c'est d'écrire du code jetable. Et par jetable, je veux dire, est-ce que le truc continue à tourner si je supprime le fichier dans la code base, ou est-ce qu'il va être extrêmement couplé au reste des composants ? Alors, quelque part, ça rejoint des pratiques de clean code, parce que je leur demande de faire du clean code pour faire du quick and dirty. Je ne sais pas si c'est compatible ou si tu vois mon état d'esprit, mais je demande souvent de faire du code jetable. Je pense que le code désorganisé, c'est du code qui est fortement couplé et qui vient introduire de la dette et de la complexité accidentelle. Ouais, on va supposer que c'est ce qu'elle voulait dire ici par code désorganisé. Alors,
On va aussi supposer que les gens de son équipe n'ont pas fait exprès d'ajouter de la... Enfin, c'était pas leur intention que d'ajouter de la complexité accidentelle. Ça paraît raisonnable de dire ça? C'est pas un kiff d'ajouter de la complexité accidentelle. Tout à fait. Par contre, qu'est-ce qui nous amène à en faire quand même, en fait? Est-ce que quand on fait un raccourci, c'est forcément un ajout de complexité accidentelle? C'est une bonne question, je ne saurais pas y répondre. Et j'invite aux gens qui nous écoutent à nous partager quels sont leurs tips à ce niveau-là. Personnellement, j'ai pas vraiment de bonne réponse sur le côté complexité accidentelle, mais du coup, une fois que les choses sont faites, c'est quoi tes repères quand une codebase commence à avoir pas mal de complexité accidentelle pour éviter que justement tu aies certaines personnes qui savent où sont localisés les bugs, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire parce que justement c'est couplé, comment diffuser cette connaissance, comment faire en sorte que tu la rachètes peut-être, quelles sont les pratiques une fois que la codebase elle est un petit peu, on va dire, envahie parce que ça finit toujours plus ou moins par un moment ou un autre par arriver. Pour moi le cas idéal, c'est quand le bordel du code cause un réel problème en production. Par exemple, à cause du bordel, on s'est pas rendu compte qu'il y a une API qui rame de fou, ou il y a un bug qui est apparu, une exception qui est apparue devant un client sur le site web, des choses qui devraient pas arriver et qui arrivent. Pour moi, c'est la Rolls, quand il y a un cas comme ça qui arrive, parce que tu peux dire, regardez, on a eu telle situation, vous êtes d'accord qu'on veut pas que ce genre de situation se reproduise, c'est pas souhaitable, c'est pas bon pour notre image de marque, etc. La root cause, donc la source de cette erreur, elle vient du fait que on n'avait pas fait gaffe à ci, pas fait gaffe à ça, ça a échappé à notre vigilance. Et ça a échappé à notre vigilance parce que c'est difficile d'avoir de la clarté dans cette partie du code. Ouais. Comme c'est le bordel, si ça n'avait pas été le bordel, on l'aurait vu, on l'aurait catché et on n'aurait pas eu de problème en prod. Mais comme c'est le bordel, on l'a pas vu et c'est passé. Et là, je dis que c'est la Rolls des cas parce que quand tu es dans une situation comme ça, si tu as bien fait ton déroulement comme ça de root cause analysis et que tu as réussi à trouver une solution, parce qu'il faut apporter une solution, c'est leur dire, voilà, si le code avait été organisé comme ça, on aurait vu le problème tout de suite. Donc le comme ça, il faut l'implémenter en fait. Et une fois que tu l'as fait, en fait, tu montres par l'exemple. Tu dis, regardez, j'ai corrigé le problème, je réécris le code de cette manière. Et mon hypothèse, c'est qu'avec cette manière d'écrire le code-là, on sera moins emmerdé. Donc, et c'est là qu'on arrive à la proposition, je vous propose que désormais, on adopte tel pattern, telle technique, telle façon de faire, telle règle dans nos prochains développements. Et là, après, à part si le problème est vraiment grave, ou ça va vraiment déclencher un chantier qui va prendre du temps dans l'entreprise, donc il va falloir investir du temps de développement pour résoudre le problème dans toute la codebase, c'est rarement ce qui se passe. L'important, c'est d'avoir convaincu les gens sur la correction et qu'ils appliquent la Boy Scout Rule. C'est-à-dire que maintenant qu'ils savent que c'est ça la bonne manière de faire, à l'occasion, quand ils bossent sur une partie de la codebase où ça ne respecte pas cette règle, ils vont prendre sur eux de dire tiens, je vais d'abord nettoyer, comme on avait dit qu'on le ferait. Et seulement ensuite, je vais ajouter la feature ou fixer le bug sur lequel j'étais censé bosser. D'accord, donc racheter de la dette au fur et à mesure via la Boy Scout Rule et identifier les points où il faut racheter vis-à-vis de l'impact que ça peut avoir sur le business au final. Quoi. Donc je trouve ça particulièrement intéressant, mais est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un impact pour agir ? C'est-à-dire, si je te dis, si tu codes les choses de cette manière-là, il va y avoir un impact, ça va être peu performant, etc. Tu me dis, oui, mais il faut que ce soit implémenté demain, donc il vaut mieux que ce soit lent que non présent. Ça peut marcher, mais c'est plus difficile. En fait, pour que ça marche, il faut soit qu'il y ait une autorité. Par exemple, si t'es le manager, il y a plus de chances qu'on t'écoute. Ou si t'es le développeur le plus senior de la boîte ou que t'es quelqu'un d'hyper respecté dans l'équipe, il y a plus de chances qu'on t'écoute. Si c'est pas le cas, et qu'en plus, ce que tu dis, ça me motive pas trop, genre appliquer ce pattern que je connais pas, a priori, ça m'intéresse pas, il y a de fortes chances que j'override et que je fasse comme j'avais prévu de faire initialement. Ouais. C'est-à-dire du coup Quick and Dirty à ma façon, parce qu'il faut aller vite. Et il y a un sujet que je trouve intéressant vis-à-vis de ça, c'est qu'effectivement, il y a leur code bug régulièrement et ils sont récompensés car ils résolvent plus d'incidents de prod que moi. Donc finalement, en fait, si c'est récompensant de faire du code quick and dirty, à quoi ça sert de faire du bon code vu que tu y gagnes doublement, entre guillemets, à faire du mauvais code et à le résoudre par la suite? Ça, c'est le problème du pompier pyromane, ça. Quand tu vas dans une équipe comme ça, c'est très très difficile d'amener de la bonne pratique. Parce que si les gens, ils ont une incentive, s'ils ont un intérêt, en fait, à écrire des trucs qui vont péter parce qu'ils sont récompensés quand ils les règlent, ça va être difficile de trouver une raison pour les motiver d'aller sur des bonnes pratiques. À ce moment-là, j'ai l'impression que la seule issue, c'est de changer les incentives, changer la manière dont les gens sont récompensés. Et ça, je pense que
ça passe impérativement par le management, voire la direction. C'est-à-dire que ça a sûrement un impact, par exemple, sur la communication d'entreprise. Quand quelqu'un a bossé le week-end parce qu'il y a eu un bug en prod et il a héroïquement réglé le problème en prod le week-end, et qu'on le félicite sur Slack devant toute la boîte parce que merci d'avoir sauvé la boîte ce week-end, ça envoie le signal, faites pareil, comme ça vous serez applaudi par 150 personnes. Si c'est toléré de communiquer comme ça au sein de la boîte, je pense qu'il faut le faire remonter, que c'est problématique en fait. C'est une mauvaise pratique de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui encouragent ce type de comportement comprennent qu'en encourageant ça, tu encourages les gens à faire des choses qui pètent, parce que ça va leur donner des occasions de les corriger et donc d'être récompensés par la boîte. Et je suis pas sûr que ce soit une direction saine pour la boîte que de suivre ça. Tout à fait. Il y a peut-être des éléments qu'on peut apporter aussi sur le... Je ressens en lisant la question qu'il y a une difficulté à naviguer dans le code, à l'éditer, ça prend du temps pour le comprendre, on perd du temps, etc. Je pense qu'il y a peut-être aussi un petit chapitre à voir sur l'outillage. Naviguer dans une codebase qui est pas évidente, il faut s'interroger aussi, est-ce que c'est facile de naviguer d'une fonction à une autre, par exemple, avec l'éditeur, l'IDE qui est employé. Moi, je sais qu'on a un débat chez mon employeur. La majorité des développeurs ont travaillé avec Visual Studio Code, qui est un IDE gratuit, et d'autres personnes travaillent avec... la solution JetBrains, oui. Ouais, c'est ça. Qui est une solution payante, mais qui apparemment est beaucoup plus productive parce qu'elle va au-delà de la configuration de tes outils. Donc elle est capable de deviner les types des trucs sans que tu types, etc. Donc potentiellement, elle te fait gagner du temps quand tu es dans la codebase, tant que tu perdrais si tu utilisais un IDE moins puissant. Donc dans certains cas, ça peut valoir le coup d'utiliser des outils. Et j'irais même au-delà des outils, ça peut aider de se représenter comment la codebase est organisée. Déjà pour avoir gagné en clarté dans sa propre conception de la codebase. Et pour ça, il y a des bons vieux graphiques UML qu'on aime bien s'en moquer, mais un bon vieux diagramme de séquence, ça aide énormément pour savoir quels sont les composants de l'application qui sont invoqués, à quel moment, et donc de voir les responsabilités de chaque composant. Ah, c'est ce composant-là qui crée le cache. Ah, c'est ce composant-là qui envoie la requête. Ah, c'est ce composant-là qui écrit un fichier JSON qui va être consommé par le front-end, etc. C'est donc de la documentation au final. C'est une sorte de documentation. Alors, documentation, c'est un peu galvaudé. Le but, c'est pas forcément d'écrire une bible d'entreprise. C'est surtout de prendre le temps, d'analyser, de prendre du recul sur ce qu'on est en train de lire et de se créer un mental modèle. Alors après, si derrière, il sert à être partagé avec l'équipe, tant mieux. Mais la finalité, elle est plus de gagner une clarté pour soi-même, pouvoir naviguer plus efficacement dans le chaos de la codebase. Ça commence à durer un peu, mais j'ai quand même envie de te poser une dernière question. C'est comment tu ferais, toi, pour justement trouver la solution quick and dirty quand justement tu essayes de tout penser en clean code et que c'est devenu une habitude? Peut-être qu'il faut rebondir sur ses collègues en fait, en les interrogeant et en se disant comment toi tu ferais si tu devais le faire rapidement, si elle n'arrive pas à trouver une solution simple et rapide à mettre en œuvre au final. Donc en gros, là tu me dis, tu sais qu'on veut faire du quick and dirty, mais tu sais pas comment faire du quick and dirty, c'est ça ? Bah moi je sais pas, mais Audrey nous dit qu'elle a du mal à trouver des solutions qui sont pas clean code dans sa question. Donc elle veut toujours remettre à plat en clean code avant d'avancer. Je pense que s'il faut naviguer rapidement et qu'elle n'arrive pas à trouver les solutions qui peuvent être quick and dirty, ce que je peux lui proposer, c'est justement d'interroger ses collègues et de demander quelles solutions eux ils aborderaient. Peut-être même qu'elle peut enrichir ces solutions. Je crois qu'on avait dans un épisode précédent parlé d'entretien épistémique, c'est-à-dire de poser la question à l'autre, essayer de venir l'enrichir avec ses propres éléments en la questionnant. Je pense qu'elle peut essayer de venir questionner les autres et s'entraîner à implémenter des solutions qu'elle n'aurait pas l'habitude d'implémenter. Clairement, je pense que c'est un bon conseil. On pourrait même aller dire, si elle a du mal à faire du quick and dirty, demander à ses collègues qui ont l'habitude d'en faire de pairer avec eux. Ouais. CF, notre épisode sur le pair programming. Ah là là, on commence à avoir tout abordé. Hein. Bon, en tout cas, est-ce que tu penses qu'on a répondu à cette question ? J'espère. En tout cas, j'invite Audrey à revenir vers nous si jamais il y a des nouvelles à partager avec nous ou des questions qui viendraient approfondir certains aspects. On sera ravis d'apporter des réponses. Super. Pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions aussi. Donc, et n'hésitez pas à venir sur notre site, lesav.tech, pour accéder au formulaire et envoyer vos questions ou les situations difficiles que vous vivez en ce moment dans l'open space avec vos collègues, etc. Vous pouvez rester anonyme ou vous pouvez partager votre prénom si vous voulez qu'on le mentionne pendant l'épisode. C'est vous qui décidez. Eh bien, merci Adrien et merci à vous, auditrices et auditeurs. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye. Ciao, ciao.